de votre venue, mesdames, messieurs. Je suis donc Jean-Marc Muras, je suis le chargé de régional du CETIM en région sud. Et je me proposais, dans le cadre de cette conférence qui sera présentée en deux parties, de vous proposer un petit topo sur l'atelier connecté et notamment l'atelier d'usinage mécanicien connecté. Ça s'inscrit, cette chose-là, dans ce que l'on appelle, nous, les plateformes d'accélération au niveau national, plateformes d'accélération qui sont donc qui ont été labellisées par l'État et qui sont présentes au niveau national sur plusieurs régions. Et les plateformes d'accélération dont les porteurs sont le CETIM sont présentes sur 4 régions, essentiellement sur les sites des établissements du CETIM. Et dans la seconde partie de l'intervention, vous serez également en relation avec une autre plateforme d'accélération qui, elle, est régionale. Donc, du coup, c'est les locaux, les régionaux de l'étape. Donc, la plateforme d'accélération Praxis portée par mes amis de Team Henri Fabre. Donc, pour vous parler de l'usine connectée, je vous proposais directement de faire le saut technologique par un réseau, je dirais, Internet, hein, et notamment par un système un peu de caméra vidéo échange Teams, et d'aller directement sur notre centre, sur les démonstrateurs qui sont présents sur la plateforme d'accélération en Aura, et notamment sur l'établissement de Cluses. Et en relation avec Stéphane Maniglier, qui est le responsable Catrium local et qui va vous présenter quelques applications. J'espère qu'il n'y aura pas de problème de connexion. Quelques applications, de bonnes idées et de bonnes installations et de bons équipements connectés dans l'usine du futur. Stéphane, je vais essayer de te faire le passage. Voilà. Est-ce que tu nous entends, Stéphane? Je vous entends parfaitement. Bravo pour cette belle introduction. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Peut-être un peu plus fort. Peut-être un peu plus fort. Je peux parler plus fort si tu veux, mais vous allez vite avoir mal à la tête à cause de moi. C'est bon? Non, on me dit dans l'assemblée que ça marche bien. Donc, les gens te voient sur l'écran. Donc, Stéphane, en direct live de Cluses, sur notre établissement à Senlis. Et donc, la plateforme Catrium Aura. Et vous voyez en derrière quelques exemples concrets, mais qui seront développés davantage par Stéphane. À toi la parole. Eh bien, merci Jean-Marc. Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue à Cluses, en Haute-Savoie. Là, vous êtes dans l'atelier d'usinage du CETIM, un atelier dans lequel on va retrouver en fait une quarantaine de machines. Donc, vous allez voir, on fera un petit tour d'horizon tout à l'heure, mais vous allez voir que c'est assez représentatif d'un atelier de PME-PMI. On a des machines de plusieurs marques, de plusieurs générations, de plusieurs modèles, plusieurs commandes numériques. Bref, vraiment tout ce qui peut représenter une entreprise, une PME-PMI de sous-traitance. Vous savez qu'on achète les machines en fonction des besoins, hein, pas particulièrement parce qu'on aime une marque ou autre. Il y a un petit peu moins de marketing qui joue dans le milieu de la machine-outil que dans d'autres milieux. Donc, on achète aux besoins. Et bien souvent, ces besoins, ils nous obligent à acheter des machines très, très, très différentes. Et je ne vous parle pas en plus des machines d'ancienne génération qu'on a, qui représentent encore pratiquement 60% du parc dans le décolletage dans certains secteurs. Je parle du multibroche, donc des machines d'ancienne génération. Il faut savoir que l'âge moyen des machines-outils sur le parc des entreprises françaises était de 17 ans avant le programme d'investissement, la post-Covid, auquel les entreprises ont pu participer. Donc 17 ans, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des problématiques quand même relativement importantes pour être au plus près de ces machines, pour avoir des informations qui remontent aux étages de direction, aux étages de la direction de prod, de la gestion de prod, etc. Donc c'est pas toujours très évident de récupérer ces informations. Alors, nous, ce qu'on a voulu faire ici, dans le cadre de la plateforme Quatrium, c'est de développer des démonstrateurs qui vont nous permettre, lorsqu'on accueille un industriel sur la plateforme Quatrium, de l'immerger dans l'utilisation de ces dispositifs pour l'industrie du futur.
Alors, ces dispositifs, vous verrez, ils ne sont peut-être pas révolutionnaires. Il y en a certains qu'on connaît depuis quelques mois, quelques années, d'autres qui sont relativement récents. Ils servent tous un même objectif: identifier des besoins, répondre à des problématiques et des préoccupations industrielles. En fait, je dirais donner la bonne information, le bon niveau d'information, la bonne information au bon moment. Vous avez peut-être tous entendu parler d'ateliers connectés, de machines et d'usines nouvelles 4.0, entièrement 4.0, avec des centaines de millions d'euros ou des dizaines de millions d'euros d'investissement. Nous, c'est pas le modèle qu'on veut présenter aux PME, PMI. On veut leur présenter un modèle dans lequel on peut les accompagner dans l'intégration de nouvelles technologies sur leurs machines, quel que soit leur parc de machines. C'est plutôt ça qui va nous animer sur Quatrium. Et puis, on ne va pas faire de développement produit. Sur Quatrium, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne l'industriel à identifier des solutions qui existent sur le marché, qui sont disponibles pour répondre à ses besoins et à ses attentes. Ces attentes, en fait, on va chercher à identifier ce qu'on appelle des offreurs de solutions. Ce sont des entreprises françaises qui proposent les produits et les services correspondants sur le marché, qu'on va pouvoir mettre en relation avec l'industriel et accompagner l'industriel dans l'intégration de ces produits et services de façon à lui permettre de franchir des étapes de l'industrie du futur. Alors, première présentation que je voudrais vous faire, c'est en fait un logiciel qu'on a trouvé sur le marché. On avait des besoins. On avait des besoins en termes de suivi de notre parc machine. Je vous ai dit, on a 40 machines ici, qui sont des machines qui ne sont pas dédiées à des activités de production, puisque nous, on fait plutôt de la R&D et de la formation sur ces machines. Mais on a quand même des besoins de connaître leur état de fonctionnement, de connaître différentes informations, différents retours sur ces machines. Donc on a dû identifier, on a cherché à trouver un système qui nous permettait de connecter les machines et de nous remonter de l'information directement depuis la machine et qui nous permettre également d'en descendre depuis nos serveurs sur la machine. Donc on a identifié un logiciel qui s'appelle MT-Linky, qui est développé par Fanuc. Fanuc, le fabricant de machines-outils et de robots, hein, qui est assez connu. Ce logiciel, en fait, il cochait toutes les cases de ce dont on avait besoin. Donc, comme je vous l'ai dit, on n'est pas là pour réinventer la roue. Il correspondait à notre besoin. On a évalué plusieurs autres systèmes et bah, du coup, on a choisi MT-Linky qui nous a permis de connecter toutes nos machines. Quel que soit le modèle, quelle que soit la commande numérique qu'on utilisait, on a pu connecter nos machines sur ce logiciel. Donc, ça répondait bien à nos besoins. Ce ne serait pas la même réponse chez tous les industriels. Tout le monde n'aurait pas forcément, on ne préconiserait pas le même logiciel pour tout le monde. Mais ce logiciel ici va me permettre de faire quoi? Il va me permettre d'avoir un point de vue sur mon atelier, de voir les machines qui sont allumées, les machines qui sont en arrêt d'urgence, les machines qui sont en chauffe, les machines qui sont suspendues. Donc l'état de suspension, c'est on va faire par exemple un changement d'outil ou quelque chose comme ça. Les machines qui sont en arrêt, etc., etc. Donc comme ça, je peux avoir un point de vue relativement intéressant sur ma machine, d'où que je me trouve, puisque c'est un site HTTPS, hein, c'est un serveur local. Donc si je suis dirigeant de mon entreprise ou responsable de prod, je suis à l'autre bout de la France, je peux voir ce qui se passe et puis prendre des décisions. Ce qui nous a intéressé sur MT-Linky, c'était également qu'il nous permettait d'aller acquérir du signal. Donc là, vous ne verrez pas de signal parce que la machine est arrêtée, mais là, on a intégré des capteurs qui sont sur une machine d'ancienne génération qu'on peut monitorer directement depuis ici et puis identifier des alarmes, identifier, déclencher des signaux d'alarme. De même que je peux aller vérifier toutes les alarmes qui sont déclenchées sur toutes mes machines. Aujourd'hui, par exemple, le 7 juin, eh ben, c'est bien, heureusement, j'ai pas d'alarme déclenchée, donc ça veut dire que j'ai pas une machine qui a tourné en arrêt matière, etc., etc. Je peux utiliser ce logiciel pour aller récupérer les datas des machines. Donc, je peux simplement aller chercher une machine qui serait connectée ici. Là, j'ai le DMG32. Et puis, je pourrais aller connecter et récupérer des données sur cette machine. Alors les données, c'est un vaste sujet, on en reparlera un petit peu après. Je peux faire du transfert de fichiers. C'est-à-dire que là, je peux carrément transférer un programme depuis mon bureau d'études à ma commande numérique. Je peux le faire manuellement et puis je peux l'automatiser, bien entendu, c'est ce qui est intéressant. Donc voilà un premier niveau d'intégration dans l'atelier, récupérer de l'information, la remonter, informer sur l'état des machines, les besoins des machines, etc., etc. Derrière, on va utiliser également ce dispositif, ces dispositifs d'atelier connecté pour améliorer notre fonction maintenance. Je vous l'ai dit, nous, on a un atelier dans lequel on va plutôt travailler sur de la partie formation et la partie R&D. Ce qui n'empêche pas que les machines, elles doivent être maintenues. Bien au contraire, lorsqu'on a 5 ou 6 stagiaires qui débarquent pour apprendre à faire fonctionner une machine ou améliorer leurs connaissances sur une machine, la machine, elle doit être disponible, elle doit être en fonctionnement, on doit s'assurer que tout est prêt pour que le stage se passe bien.
Donc, on a utilisé un outil qu'on a trouvé sur le marché qui est développé par une entreprise locale qui avait ses besoins, des besoins auxquels elle ne trouvait pas vraiment de réponse. Du coup, ils ont développé ce logiciel qui s'appelle Skamishibai, sur lequel on va retrouver en fait toutes nos lignes de production, toutes nos machines, toutes les informations nécessaires, et on va pouvoir voir jour à jour, enfin jour par jour, pardon, semaine par semaine ou mois par mois, les tâches qui sont à créer. Bon, là, je vous les ai toutes mises rouges parce que sinon, c'est pas sympa s'il y a que du vert. Mais voilà, l'idée, c'est quoi? C'est que lorsque j'arrive dans l'atelier, lorsque je suis opérateur de mon atelier, j'arrive et soit un point d'information, je récupère les informations qui vont me dire, bah tiens, aujourd'hui, il va falloir que par exemple, je suis régleur, je vais aller nettoyer, évacuer les bacs à copeaux de ma machine. Ça va me prendre un quart d'heure. Et puis, bah voilà, bah tiens, mon collègue vient de le faire. Là, il vient de valider la tâche. Il a vidé le bac à copeaux à l'instant. Vous voyez, il y en a une qui passe au vert. C'est le bon point. Ce dispositif, qu'est-ce qu'il va me permettre également de faire? Il va me permettre aussi d'aller visualiser des informations, des documents qui me permettraient d'aller rapprendre, d'aller mieux connaître comment dire, mieux connaître la tâche que j'ai à faire. Imaginez que j'ai, par exemple, je ne sais pas moi, une tâche à réaliser, que cette tâche, je la réalise une fois toutes les années. Bon, la réalisation d'une tâche toutes les années, on perd toujours tous un peu de temps à se dire, mais ouais, mais on fait comment? C'est quelle clé dont j'ai besoin pour aller ouvrir ce truc-là? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que je peux faire? Comment ça se fait? Bref, en fait, avec ce type de logiciel, avec ce type de système, je vais pouvoir ajouter des informations, un mode opératoire, de la vidéo, du fichier PDF, donc des explications pas à pas sur quoi faire. Donc c'est une aide également, ça nous permet de créer une aide à l'opérateur et également une aide à l'apprentissage. Parce que lorsque vous êtes utilisateur de ce genre de système et que vous êtes en formation chez nous, ben, plutôt que de ne pas oser venir poser la question parce qu'on vous a expliqué hier qu'il fallait faire telle ou telle opération, vous n'osez pas la poser, ben là vous avez accès directement à une application qui va vous permettre de consulter les modes opératoires de ce que vous avez à faire sur la machine de façon à être pleinement opérationnel. Voilà, donc là, ce qu'on peut faire avec ce genre de dispositif, encore une fois, c'est de l'atelier connecté. Pourquoi? Parce qu'on va le retrouver sur tous nos postes de travail. Alors, on va se déplacer un petit peu pour aller au poste suivant. Je vais vous montrer différentes choses. Dans l'atelier connecté, en fait, on parle beaucoup de la machine, mais il n'y a pas que la machine. Il y a également tout l'environnement de production. Dans l'environnement de production, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des robots. On va trouver des robots. Alors ici, vous voyez, on a des cellules de robots qui sont en cours de montage. On n'est pas des intégrateurs, hein, on ne fait pas de l'intégration robotique. Nous, on va plutôt travailler sur comment on peut améliorer l'usage de la robotique dans l'entreprise, comment on peut aller plus loin. Et puis, ben voilà, ici, j'ai un AMR. J'ai un AMR. Cet AMR, en fait, il est connecté à toutes les machines de mon atelier. Je vais me mettre dans la peau d'un de mes collègues qui se trouve dans l'atelier. Et puis, je vais demander en fait à mon AMR, bah voilà, je suis en fin de production. Imaginez que je sois sur mon poste de travail. Je suis salarié de l'entreprise, je suis sur mon poste de travail, j'ai fini ma prod, mon bac à copeaux est plein, ou même s'il n'est pas complètement plein, de toute façon, il faut que je change de matière. Donc, je vais demander à un ami, en l'occurrence l'AMR, de venir me vider le bac de copeaux. Donc l'AMR, là, je vais le démarrer depuis son écran de fonctionnement. Donc je lui ai assigné une mission et puis je vais lancer la réalisation de sa mission. Donc il va aller parcourir l'atelier de façon à aller me récupérer un bac à copeaux, un bac de pièces, et à les emmener pour les uns au nettoyage, pour les autres, me les emmener dans la centrale de traitement des copeaux. Donc ça, on peut le faire soit depuis un MES, soit depuis le poste de travail, à condition que nos dispositifs soient connectés. Parce que vous imaginez bien que si on explique que l'introduction d'un dispositif de type AMR va permettre à des salariés de gagner du temps dans leur gestion de leurs tâches quotidiennes, et puis de ne pas, comment dire, s'éreinter à faire des tâches un petit peu moins, comment dire, à valeur ajoutée. Si je leur demande de traverser tout l'atelier pour venir appuyer sur un bouton pour démarrer un AMR, le discours, il ne joue pas, quoi. Ils ne vont pas vraiment adhérer à l'utilisation de cet outil. Tandis qu'avec un atelier connecté, je peux de n'importe quel endroit venir déclencher l'action de cet AMR. Donc vous devez devoir bouger là en ce moment. Il est en train d'accoster, voilà, il est là, hop, je vais vous le remettre au milieu d'écran. Il va accoster un bac de pièces
qui va emmener dans une station de nettoyage à l'autre bout. Et puis, il reviendra chercher un autre bac après, etc. Donc, vous allez le voir passer pendant notre petite présentation. Alors, un AMR, c'est assez intelligent. On lui a fait reconnaître l'atelier, on lui a fait reconnaître les chemins. Et puis l'AMR, ce qu'il va faire maintenant, c'est qu'il va adapter son chemin en fonction de différents paramètres. Il va chercher à travailler sur la distance la plus courte et puis surtout éviter les obstacles. C'est-à-dire que vous allez peut-être le voir arriver contre le chariot tout à l'heure. Et contre ce chariot, s'il me voit comme un obstacle, soit il me contourne s'il arrive à trouver un chemin, une zone pour me contourner, soit alors il va directement changer de route et puis se déplacer ailleurs, aller ailleurs pour m'éviter. Enfin, en tout cas, c'est sympa de sa part. Dans l'atelier connecté, ce qu'on va retrouver aussi, c'est le besoin d'informations sur l'état de fonctionnement des machines, ce qu'on appelle les TRS-TRG. Vous savez calculer le taux de rendement synthétique, le taux de rendement global de mes machines, à quel moment elles sont disponibles, comment je les utilise, est-ce qu'elles sont bien utilisées ou est-ce qu'elles sont en rade et que du coup je paye des machines pour pas grand-chose. Alors, lorsqu'on ne peut pas récupérer les informations directement depuis les machines, ça arrive de temps en temps qu'on n'arrive pas à les récupérer, ce qu'on peut faire, c'est rajouter des dispositifs. Normalement, il devait évoquer trois... je pense qu'il y avait également un autre cas d'application sur un système un peu de métrologie et de remonter des informations dimensionnelles d'un contrôle au niveau d'un système de colonne de mesure avec un système optique, donc les mesures dimensionnelles, et ces mesures dimensionnelles étaient renvoyées sur un système de contrôle, je dirais, classique, et avec la remontée et la gestion des données, éventuellement les utiliser comme système de carte de contrôle notamment. Ce que je vous propose, peut-être couper court du coup au niveau de la communication. De toute façon, on était à peu près dans le timing. Il restait justement que cet troisième exemple de visualisation de contrôle et de la possibilité de remonter des informations pertinentes qui permettent de mieux maîtriser le processus de fabrication. Donc je vous propose de passer la balle à mes collègues de Team Henri Fabre, qui sont donc un peu le pendant du CETIM, mais au niveau de la plateforme régionale Praxis, c'est également l'équivalent des plateformes Catrium du CETIM. Merci beaucoup. Merci Jean-Marc. Je m'appelle Nathalie Jardinier, je suis directrice stratégie projet de Team Henri Fabre et je suis en charge donc de Praxis qui est, comme l'expliquait Jean-Marc, la plateforme régionale sud, donc d'accélération vers l'industrie du futur. Nous avons à Marignane, voilà, on est les locaux de l'étape en effet, nous avons à Marignane 3000 m² d'équipement. Avec une orientation production et contrôle avancé. Nous allons avoir Mathieu tout à l'heure qui va vous parler plus en détail de l'impression 3D et de certaines nouveautés. Mathieu travaille donc dans la structure qui s'appelle Innovsys, qui est un de nos 15 partenaires que nous avons offreurs de solutions sur notre plateforme à Marignane. Donc on a une mission aussi d'aider les entreprises à mieux s'acculturer sur ce qu'on appelle les outils de l'industrie du futur. Donc on les accompagne véritablement sur une part la sensibilisation à ces différents outils, tout comme vous, côté Catrium et CETIM. Ensuite, on va permettre aux entreprises de tester par notre parc d'équipements que nous avons à disposition. On a en particulier aujourd'hui quelque chose sur lequel on nous interpelle beaucoup, c'est un digital et un XR Lab avec possibilité de voir grandeur nature, d'expérimenter grandeur nature aussi les possibilités d'appui à notamment des tâches en milieu contraint via la réalité virtuelle. Voilà l'appui que peut aider ces solutions. Voilà, ce sont des exemples et une petite spécificité que nous avons sur Praxis à Marignane. Voilà, donc sensibiliser, tester et en dernier lieu permettre aux entreprises, les accompagner sur cette intégration qui n'est pas toujours très très évidente. Donc nous avons aussi un pool d'une bonne cinquantaine d'experts sur ces différents outils
outils de l'industrie du futur. Voilà, une brève présentation de la plateforme locale, donc Praxis, à Marignane. Alors nous sommes avec Jean-Marc juste à l'entrée, sur le corner, à côté de l'espace repas ou de l'espace café. Donc si vous allez boire un petit café ou tout à l'heure manger, n'hésitez pas, on vous en dira un petit peu plus sur nos plateformes d'accélération. Donc je vais passer la parole à Mathieu Lafare, responsable développement chez Innovsys, qui va vous ouvrir une fenêtre, une belle fenêtre sur l'impression 3D, avec notamment des actus sur des nouveautés aussi sur cette technologie. Voilà, merci beaucoup. T'en as un. Merci Nathalie, merci Jean-Marc et merci de votre présence. Donc en effet, Mathieu Lafare, société Innovsys. Donc je vais vous offrir, alors je l'ai fait au sens propre, une fenêtre sur l'impression 3D ou fabrication additive. On utilise un peu les deux termes. Alors on ne fera pas de visio, on va dire à distance. Par contre, pour illustrer, il y a des photos, des vidéos. J'ai quelques pièces pour que ce soit le plus concret possible. Pour commencer, j'ai mis une photo qui est une supercherie. Ça s'est fait en IA, donc c'est une photo complètement fausse. Mais je trouvais ça intéressant pour montrer un parallèle entre différentes technologies dites de rupture. Donc la fabrication additive, alors, ça commence à dater puisque les brevets datent les premiers des années 80. Le développement industriel est plus récent, c'est plutôt il y a 10-15 ans. L'IA pour les photos, ça c'est très très récent. Mais c'est intéressant parce que souvent ces procédés, on a l'impression que ça va écraser tout ce qu'il y avait avant. La fonderie, l'usinage pour la fabrication additive, la prise de photos, le post-traitement Photoshop sur l'IA photo. C'est pas le cas. Par contre, ce sont des outils incroyables qui apportent des possibilités vraiment nouvelles et ça serait dommage de passer à côté, que ce soit pour du gain de temps. Bon, ça m'a pris 2 minutes de faire la photo. Côté économie et aussi, et peut-être surtout, on peut imaginer et réaliser des choses qui étaient très difficilement, voire impossibles avant avec d'autres procédés. Donc c'est vraiment des nouvelles opportunités. Il faut moins être au courant de savoir ce que ça permet de faire. C'est pas destiné qu'aux autres, c'est pas destiné qu'aux grands groupes. On fait beaucoup de projets avec des PME, des TPE, donc ça me semble important de savoir ce qui existe. Je vais parler notamment du procédé Moldjet qui était, je crois, sur le programme de conférence. C'est un procédé récent qui comble un manque qu'il y avait sur les procédés additifs. Mais je vais, de toute façon, un peu plus large, parler des procédés les plus utilisés dans l'industrie. Voilà, ça me semble intéressant de couvrir ce qui existe aujourd'hui. Alors, rapidement, quelques mots aussi sur Innovsys. Donc, on est vraiment des locaux et pas très loin. On est basé à Marignane, à un quart d'heure d'ici. C'était pas très long pour venir. On est basé dans le technocentre que vous voyez à droite. On peut être positionné, on va dire, comme un Fab Lab, mais vraiment industriel. On peut faire de la pièce industrielle, on travaille avec des TPE, on travaille aussi dans l'aéronautique, dans le nucléaire, dans des secteurs qui ont des exigences très importantes. Fab Lab parce qu'on est un lieu ouvert, on peut faire des études au forfait, mais aussi on peut travailler avec le client qui peut venir dans nos locaux. C'est vraiment l'esprit de la plateforme Praxis. On a en interne différentes technologies. La principale, c'est la fabrication additive. On a une autre très forte, c'est la réalité étendue avec tout ce qui est réalité virtuelle, réalité mixte. Et puis il y a d'autres technologies qui viennent en soutien des précédentes que j'ai citées, dont le scan 3D pour du reverse engineering ou du contrôle de pièces. Alors, au niveau de la fabrication additive, j'ai commencé sur des choses très simples que tout le monde connaît, le procédé dépôt de fil, FDM. Donc ça, c'est des choses qui marchent depuis des années, presque des décennies. Ça marche, c'est bien pour du prototypage, de la pièce de communication. Ça peut aussi faire des objets industriels, mais peu sollicités. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup d'applications dans beaucoup de secteurs, et c'est ce que j'ai rapidement voulu mettre à droite. Ça peut être des pièces qu'il y a dans l'automobile en haut à gauche. Ça peut être des planches de surf à droite. Bon, une pièce plutôt en bas à droite comme celle-ci, je ferai que, voilà, merci. C'est une pièce qui a allégé. On a fait l'optimisation topologique pour gagner en masse, tout en pouvant supporter les efforts que la pièce doit avoir. Ça, on en viendra après, c'est de la fusion laser. Il y a des pièces dans le médical qui utilisent beaucoup ce procédé ici pour des implants. Il y a aussi des turbines pour le naval. Donc il y a des pièces customisées pour du cyclisme en compétition, des échangeurs thermiques, des injecteurs de carburant. Enfin vraiment, le panel est très large. Les secteurs clients de ces procédés sont très larges. Donc on n'est plus uniquement sur la vidéo de gauche. C'est toujours un cas d'usage, mais ce n'est pas que ça, clairement, la fabrication additive. Là, c'est un petit sommaire de ce que je vais vous présenter après. C'est 4 procédés que je vais plus particulièrement détailler. Les 3 premiers, c'est vraiment les plus utilisés dans l'industrie. Et le Moldjet, j'en parlerai après, qui est très récent. On a installé il y a un mois la première machine en France et qui vient vraiment combler un manque qu'il y avait. C'était pouvoir produire en série des pièces métalliques imprimées. Et donc, je vais parler
des procédés dépôt de fil, du frittage de poudre SLS et de la fusion laser métallique. Donc, sur la partie dépôt de fil, en fait, il y a deux catégories hein, dans les planches. Il y a vraiment les machines standards. Ça, c'est une machine. Bon, on n'a pas d'accord avec des constructeurs en particulier. Bon, ça, c'est une machine volumique hein, qui est basée à Nice. Hein, on les connaît bien. C'est des locaux qui font des très bonnes machines. On en a notamment à eux qui permettent d'imprimer des matériaux. Ils ont une gamme large de machines. Mais en tout cas, celle-là, des matériaux, on va dire, plutôt standards, plutôt pour du prototypage. Il y a quelques exemples en bas. On peut faire aussi des matériaux souples. Donc ça, c'est des machines pas très chères. On peut faire des pièces assez rapidement, très économiques, pour accélérer des cycles de R&D, faire des boîtiers, des outillages. Ça, c'est des choses très faciles, très simples, qui fonctionnent parfaitement. Je ne vais pas forcément trop détailler. Peut-être un peu plus insister sur une évolution des machines plus techniques en dépôt de fil. Donc là, c'est notamment une machine aussi française, Qualup, où là, on va pouvoir travailler. C'est des machines qui, déjà, en termes d'extrusion, permettent de chauffer plus haut, jusqu'à 500 degrés. Donc, on va pouvoir travailler des matériaux comme des pics, des PEC, des PEI, qui commencent à avoir des propriétés mécaniques très élevées, voire des fils charges de fibres, de verre ou de carbone, ce qui peut permettre de remplacer les pièces injectées sans avoir à faire de moule. Alors, soit vraiment en série, soit sur des pré-séries pour valider un design avant d'investir dans le moule. On peut aussi envisager de remplacer des pièces métalliques en les faisant en plastique composite. Donc là aussi, on va gagner en masse. Donc au niveau de ces machines, au-delà de l'extrusion, il y a vraiment toute l'enceinte qui est chauffée avec une température homogène, le plateau qui est chauffé. Donc on est sur des machines plus techniques que ce qu'il y avait sur la planche d'avant. Ça, c'est un exemple de pièces imprimées en PEI. La marque commerciale, c'est Ultem. Donc voilà, là on commence à avoir des propriétés intéressantes. On fait beaucoup de pièces pour notamment Airbus, pour pas les citer. Alors il y a des pièces de vol qualifiées dans ce matériau, le PEI. Là, on fait très souvent des pièces de maquettage, mais ils veulent du maquettage fonctionnel, donc il faut que ce soit des pièces qui peuvent passer les efforts. Si on fait en PLA, là ça va être très compliqué. Par contre en PEI, ça passe très facilement. Tu peux nous dire la pièce qui passe, ce que c'est exactement Merci de la question. C'est une pièce de démo. Alors, c'est une pure pièce de démo, celle-là. Ça, c'est une turbine, une pièce de démonstration qui a vocation à montrer, un, l'état de surface, et deux, qu'on arrive à avoir des formes. Ce qui peut être difficile en impression 3D, c'est la notion de support. Au-delà d'un certain angle d'inclinaison par rapport à la surface d'impression, selon les procédés, il faut des supports pour éviter que la matière ne s'effondre de sa fesse ou de se déforme. Donc là, on en a fait une pièce qui, petit à petit, s'incline pour montrer qu'on sait l'imprimer sans avoir à faire de support, ce qui veut dire pas de post-traitement derrière et donc des délais plus courts et des coûts aussi plus faibles pour obtenir une pièce finie. Alors, notre procédé polymère dont je voulais parler, c'est du frittage de poudre. Donc là, on ne travaille pas avec du fil, on travaille avec de la poudre. C'est souvent des nylons PA6, PA11, PA12 qui peuvent être là aussi chargés de fibres de verre ou de carbone. On étale une couche de poudre et après un laser vient fusionner, on va dire solidifier, en fait une coupe de la pièce. Ce qui est très intéressant, c'est que là, il n'y a pas de support. Donc on peut empiler les pièces dans le volume de production et quand la pièce sort de la machine, il n'y a pas de travail à faire pour enlever les éventuels supports. Donc là, j'ai quelques pièces. Ça, c'est un outillage. On en a fait plusieurs dizaines pour une société de la région. C'est des doseurs. Donc on en a fait avec différents volumes sur la zone là, ce qui permet de pouvoir facilement doser. Il y a même la quantité qui est indiquée. Donc pour les opérateurs, c'est vraiment un outil très facile pour ne pas avoir à se tromper une aide au quotidien dans leurs opérations. Ça, un autre exemple, c'est un par en brin. Je ne sais pas si vous voyez, vous verrez quand vous l'aurez dans les mains. C'est pour une société aussi de la région. Ce sont des exemples locaux. Un par en brin pour un drone qui va dans l'eau, qui permet en fait, c'est une entrée d'air, ça permet de séparer, de couper en fait les gouttes d'eau qui auraient dans l'air pour continuer à ventiler le drone. Donc il y a une sorte de lame, une forme interne complexe qui permet de casser l'eau et de s'assurer que les gouttes d'eau qui seraient dans l'air s'évacuent vers l'extérieur. Et dernier exemple, cette pièce-là, c'est imprimé en TPU, donc c'est un matériau qui est un peu souple. Donc il y a différentes gammes, différentes duretés short, qui permettent d'avoir différentes souplesses. C'est un boîtier qui accueille des cellules électriques. Avant, c'était un boîtier complètement rigide. Il y avait des pièces rapportées qui permettaient des amortisseurs pour absorber des chocs. Il y avait donc une opération des pièces en plus, du collage. Il y avait des difficultés au niveau de ce collage. Donc on a travaillé sur des petites modifications de design, le matériau, pour en fait intégrer cette fonction d'absorption de choc directement dans le design du boîtier. Donc là, c'est un exemple d'intégration de fonction. Mais j'en parlerai après aussi, ici, la fonction, c'est de l'allègement qu'on a pu intégrer directement dans le design. Voilà. Donc là, il y a
quelques vidéos, c'est un des 2 procédés métalliques dont je vais parler, de la fusion laser. Donc là, on a 3 imprimantes au Technocentre. Ce qu'on peut voir en haut à gauche, c'est peut-être aller vite. C'est la première étape où on étale une couche de poudre, quelques dizaines de microns, et après il y a un ou maintenant plusieurs lasers simultanément qui viennent fusionner une couche de pièces et éventuellement de ces supports dont j'ai un petit peu parlé. Et donc ça, on fait ça pendant des dizaines d'heures, voire plusieurs jours selon la hauteur de la pièce. Il y a plusieurs machines, donc il y a des plateaux ronds, des plateaux carrés, c'est pas la même production. Ensuite, on vient évacuer, en fait la pièce est noyée, les pièces sont noyées dans un volume complet de poudre qui peut être réutilisé. Donc ça, il n'y a pas de gaspillage de la poudre. Derrière, un petit peu d'archéologie pour enlever la poudre qui resterait. Et puis on voit, donc là c'est pour le dentaire, on voit les pièces qu'il y a à la fin qui sont solidaires du plateau par ce dont j'ai un peu parlé, donc ces fameux supports. Donc là, après il y a un travail à faire pour venir enlever finaliser les pièces et pouvoir enlever d'une part séparer les pièces du plateau et avoir une interface propre entre là où il y avait les supports au niveau des pièces. Donc ça, en termes de panel de matériaux, j'ai cité les plus fréquents. Il y a plusieurs inox, 316Z, 17,4 pH, 15,5 pH, quelques titanes, Inconel, Covar, des aluminiums. Donc il y a une gamme qui est assez large et qui s'étoffe assez régulièrement. Au niveau des machines, alors ça peut être une des contraintes de l'additif, c'est qu'on est quand même on peut être limité, on répond à beaucoup de besoins, mais sur ce procédé, la dimension qui a encore, on va dire la norme, c'est des pièces de 25 cm3. Il y a des choses maintenant on voit beaucoup plus grandes, qui peuvent aller jusqu'à 1 m3. Bon, par contre, sur le marché, ça se trouve quand même moins et il faut vraiment avoir besoin d'imprimer des grosses pièces pour que ce soit rentable. Le standard, ça reste encore cette dimension-là, avec des tolérances de l'ordre du 10e. Mais comme il y a notamment cet aspect de support, ça induit un peu de post-traitement et donc on ne va pas trop vouloir aller sur la série en imprimant avec ce procédé parce qu'il peut y avoir beaucoup de reprises pour enlever ces supports. Donc pour faire des pièces unitaires, petites séries, très complexes, c'est parfait. Par contre, il y a cette notion de post-traitement qui peut limiter la production en série. Donc là, c'est quelques exemples de pièces qu'on a pu faire. Je vais en faire circuler une autre. C'est une coupe, c'est du développement sur une coupe de son de pitot. On voit les canaux et on voit aussi des structures alvéolaires à l'intérieur qui peuvent permettre d'améliorer les échanges thermiques pour éviter des incidents comme il y a pu y avoir il y a quelques temps. Donc là, vous allez avoir une structure alvéolaire qu'on ne saurait pas obtenir par d'autres procédés. Sinon, il y a différentes pièces qui sont toutes fonctionnelles. Ça, c'est des pièces de banc qui voient vraiment des efforts. Hein. Donc c'est pas que des pièces de démo. Tout ça, c'est que des pièces fonctionnelles imprimées sur nos imprimantes à Marignane. Il y a aussi j'ai parlé de la thermique avec cette pièce. La notion d'échangeur thermique, c'est aussi des cas d'usage assez fréquents, puisqu'on peut faire des formes internes très complexes. J'ai pas pu l'amener celle-là, mais c'est un échangeur thermique où on peut faire des canaux vraiment très fins, des formes qui se croisent à l'intérieur d'une pièce pour maximiser des échanges thermiques, ce qui n'est pas atteignable par d'autres procédés plus conventionnels. Je surveille l'heure. Et voilà, ce dont je voulais vous parler quand même, qui était dans le nom de l'intervention, c'est le procédé Moldjet. Je ne vais pas aller trop vite. Donc ça, c'est tout récent. Donc c'est une vidéo du constructeur, mais on a la machine chez nous, ça se passe pareil. Donc ça, c'est un procédé qui vient, comme je disais, combler un manque. Hein. C'est vraiment pouvoir imprimer des pièces en série, en métal, voire aussi en céramique. La machine en est capable. On va regarder la vidéo et je vais commenter. Voilà, donc ça c'est la machine qui fonctionne sous une forme de carrousel. Il y a selon les machines, la gamme 4 ou 6 plateaux qui tournent et chaque plateau est dédié à une opération. Donc là on voit sur celle-là il y en a 6. Alors là on voit les dimensions maximales et ça fonctionne avec des pattes. Il y a 2 pattes. Il y a une patte métallique, en fait c'est de la poudre mime qui est noyée dans un liant. Et l'autre matériau qui est déposé là, c'est un moule. Donc couche par couche, on dépose une couche de moule, c'est une sorte de cire, c'est ce qui est orange. Et toujours sur la même couche, à notre poste, on vient remplir les alvéoles d'une pâte métallique. Ensuite, il y a un racleur qui vient vraiment bien étaler et couper tout l'excédent. Il y a une phase de petit séchage, chauffage pour venir solidifier un peu l'ensemble. On n'a pas les propriétés mécaniques finales, mais déjà on solidifie un peu. Il y a une opération, ça aussi c'est très important en termes de contrôle qualité, où à chaque étape, on vient venir vérifier qu'il y a un bon dépôt de matière. S'il en manque, on peut faire, ça s'appelle un double paste. Si inversement il en manque, s'il y en a trop, pardon, le racleur peut venir faire une découpe pour redéposer la pâte sur la couche qui aura été mal déposée. C'est rare, mais ça peut arriver.
Et après, voilà, donc ça c'est répété jusqu'à avoir l'ensemble des pièces. Donc derrière, il y a une opération où on vient dissoudre la pâte dite moule, donc ce qui est orange, sur la vidéo et qui est réellement orange d'ailleurs, pour avoir ce qu'on appelle donc des pièces vertes. Donc c'est une pièce verte, alors c'est pas vert physiquement, mais c'est au sens où c'est pas une pièce finie, puisque là il n'y a pas encore les propriétés vraiment du métal. On a le métal, la poudre métallique ne se tient que par un liant qu'il y avait, donc ce qui fait que les pièces, on leur fait passer une opération, on les met dans un four de fritage pour vraiment cette fois-ci solidifier les pièces. On a une densité supérieure à 99%, et après fritage, donc là on a vraiment les pièces finies. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de support parce qu'on utilise ces pâtes, mais qui en fait s'enlèvent par soit dissolution par des bains chimiques, soit par l'opération de fritage dans un four. Donc ça peut permettre de travailler vraiment sous forme de l'eau. Et là, donc ça c'est les photos pour le coup, c'est chez nous, c'est Item et Andreas là, qui manipulent la machine. Donc là les matériaux pour un procédé donc quand même assez récent, il y en a 2 en Allemagne d'imprimantes, donc en France c'est la première. Et bon, il y en aura sans doute d'autres qui vont suivre. Je sais que le CETIM s'intéresse de près à ce procédé aussi, parce qu'il y a beaucoup de demandes sur ce type d'application. Donc là, on voit la gamme de matériaux qui, pour un procédé récent, est quand même assez large, sachant que finalement, toutes les poudres disponibles en mime, moyennant, donc en injection métallique, moyennant un peu de développement, on arrive à les convertir à ce procédé. Donc il y a beaucoup d'acier, il y a du titane, du cuivre. Oui, cuivre, ça c'est aussi en fusion laser. Avant, c'est compliqué le cuivre. Là, par contre, ça se passe sans problème. En termes de dimension, il y a 2 machines. Nous, on a la petite, donc ça peut être une contrainte, c'est vraiment qu'on va faire des petites pièces. Mais voilà, on peut faire des pièces en série au sein de ces petits plateaux et il n'y a aucun souci à faire des grandes quantités. Un autre avantage, c'est qu'il n'y a pas de poudre, on ne manipule pas de poudre, à l'inverse de tous les procédés fusion laser notamment. Donc côté HSE, c'est beaucoup plus simple dans un atelier à venir manipuler et mettre en œuvre ce procédé. Il y a d'autres procédés indirects comme ça, avec il y a un fritage. Mais là, le fait d'utiliser ces pâtes, c'est qu'on a lors du fritage, il y a un retrait. On a une pièce verte qui a une certaine taille, après retrait, elle est plus petite. Donc ça, c'est des choses, des règles de conception qu'on arrive à maîtriser. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que les pâtes utilisées viennent un peu réduire ce retrait et le rendre plus homogène. Donc on arrive assez rapidement à converger vers directement, avoir du premier coup, ou presque, le bon dimensionnel sur la pièce finale, sachant que la pièce verte qu'on imprime, il faut volontairement l'imprimer un peu plus grande, parce qu'on sait qu'elle va se rétrécir après l'opération de fritage. Et puis, donc, comme on peut produire en série, que la matière n'est pas très onéreuse, que la machine aussi est correcte, ça permet, il n'y a pas peu de post-traitement, encore une fois, donc on arrive à avoir des pièces avec des coûts série qui ne sont pas très élevés. Donc ça, c'est dur de donner des ordres de grandeur, mais ça peut même aller jusqu'à quelques euros par pièce selon les quantités et les dimensionnels, mais c'est vraiment un procédé qui est assez facile à mettre en œuvre et très peu de main d'œuvre finalement. Donc ça, c'est ce qui nous a incité à investir là-dedans. La fusion laser, c'est plutôt des pièces unitaires vraiment très complexes, un peu grandes, aéronautique, nucléaire. Là, on va être sur d'autres cas d'usage. L'automobile s'intéresse beaucoup, la joaillerie, faire des pièces personnalisées. Ça peut être des connecteurs aussi pour l'électronique. Il y a des cas d'usage qui sont quand même assez différents. Voilà ce que je voulais vous présenter. Après, on va voir s'il y a le temps pour des questions au niveau de l'organisation. Voilà, donc c'est des questions sur ce sujet, sur la partie des plateformes Quatrium ou côté Praxis. Oui, on vous écoute. Sur la partie générale, effectivement, on est 2 plateformes finalement. Et donc tous ces démonstrateurs, quelles que soient les plateformes utilisées, nationales, il y a accès à... Elles sont faites pour accueillir des industriels et de manière à être sensibilisés à ces technologies. Donc je ne dis pas que sur les plateformes CETIM on n'a pas la même chose, on a d'autres technologies de fabrication additive, et vice versa également. Les gens de Team Henri Fabre sur la plateforme Praxis ont également des moyens de démonstration et d'accompagnement autour des autres thématiques de l'industrie du futur, qui seraient par exemple la digitalisation ou les moyens des objets connectés. Donc une question justement pour Innovsys. Qu'est-ce qui manque finalement à l'impression 3D métallique pour entrer vraiment dans l'ère de l'industrialisation en série? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des développements que vous attendez de la part des constructeurs de machines, de la part des développeurs de matériaux?
Alors, les éléments qui ont pu freiner le développement de la fabrication additive, j'en citerai 3. Il y en a un, c'est culturel, c'est côté bureau d'études. C'est important de penser différemment au niveau des conceptions. On peut recevoir des demandes de gens qui ont des plans faits pour l'usinage ou la fonderie et qui nous demandent de faire la pièce. Si c'était conçu pour un autre procédé, ça sera juste plus cher. Donc ce qui est important, ce qu'on voit arriver, c'est des nouveaux salariés qui ont eu des formations spécifiques, qui savent concevoir différemment pour vraiment tirer parti de ces procédés. Donc le côté culturel, je sais que je peux concevoir différemment mes pièces pour tirer parti de ces procédés. Ça, c'est important, ça commence à arriver dans les entreprises. Il peut y avoir dans certains secteurs, c'était l'aéronautique, le nucléaire, tout l'aspect qualification des procédés. Avoir une belle pièce, c'est relativement facile. Par contre, garantir que si on en fait 5, 10, 50, au niveau de la métallurgie, les propriétés, j'aurai les mêmes. Est-ce qu'il n'y a pas une porosité qui va se mettre au milieu? Comment je le garantis, comment je le contrôle? Ça, c'est des choses assez longues à mettre en place. Donc là, on démarre un projet France Relance avec tous les acteurs, les gros acteurs du nucléaire, EDF, Technicatom, Framatome, et j'en passe, le CEA, pour initier une démarche de qualification de pièces à mettre en zone chaude dans le nucléaire. Donc ça, c'est des choses assez longues et coûteuses. Sinon, il faut qualifier à chacune des pièces. Donc c'est faire plusieurs fois la pièce, des pièces sacrificielles, et geler complètement la gamme en disant si j'achète la poudre à ce fournisseur, j'imprime sur cette machine, dans cette configuration, avec ces paramètres, si je le fais plusieurs fois que ça marche et que je gèle tout ça, je peux le refaire, ça coûte très cher. Donc il y a cet aspect, définir une méthode de qualification, ça se met en place, mais c'est un peu long à être initié. Et dernier point, côté machine, il y a l'aspect quand même coût des pièces, c'est plus cher à mettre en œuvre que d'autres procédés. Donc là, les réponses, ça passe par des nouveaux procédés comme ceux que j'ai cités, Moldjet, qui est radicalement différent de ce qui existe avant. Les autres procédés s'y mettent quand même. Sur le FDM, il y a des machines de plus en plus rapides pour baisser le temps d'utilisation, donc le taux horaire, le temps d'utilisation plus exactement. Le procédé fusion laser, là aussi, ils évoluent. Il y a une grosse tendance, c'est plus de laser sur la machine pour aller beaucoup plus vite. Là, on a des productions qui peuvent durer 10 jours. Maintenant, on peut avoir jusqu'à 12 lasers sur une machine. Ça permet d'aller plus vite et donc de baisser le prix de revient des pièces. Et l'autre tendance aussi, c'est d'aller sur des machines plus grandes, ce qui peut permettre de mettre plus de pièces et là aussi de baisser le prix de fabrication. Je peux rajouter quelque chose, effectivement, la fabrication additive ou l'impression 3D, on va dire, pour la partie plastique, ça date. Et actuellement, il y a encore beaucoup de travaux d'application ou d'application de ces technologies, de les évolutions. Finalement, il y a eu beaucoup d'évolutions de la part des fabricants dans les modes d'énergie mise en jeu, si c'est de la poudre, du fil, etc., les moyens. Donc les technologies ont évolué. Il y a beaucoup de travail là-dessus. Ça fait partie d'un des axes de R&D applicative au CETIM qui occupe le plus de personnes. Et donc, effectivement, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et jusqu'à présent, je dirais, dans un peu ce que je peux dire, je dirais, une des problématiques, c'était également le post-traitement. Il y a eu beaucoup de difficultés sur, ou peut-être un peu, on a avancé un petit peu rapidement sur le fait que on faisait une pièce bonne du premier coup. C'était pas tout à fait ça. Et il y a quand même beaucoup de travail à réaliser à l'issue de la réalisation de la pièce, la fabrication de la pièce, pour respecter un cahier des charges, finalement, somme toute, qui est pour les mécaniciens relativement facile. Et il y a des avancées, il y a beaucoup de travaux, et notamment chez les gens d'Innovsys Team Henri Fabre. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors, oui, une question. Oui, merci. Vous avez peut-être déjà répondu au début, mais je ne suis pas sûr, donc je repose la question. Vous produisez également, si un industriel vous sollicite pour la production unitaire Oui, alors je suis passé vite sur la présentation d'Innovsys, je voulais me focaliser sur les procédés. Mais oui, en effet, en termes d'activité, j'avais dû mettre 3 cases. Bon, fabrication, c'est la première, donc oui, on peut nous dire, voilà le plan, le 3D... Plus souvent, voilà, le 3D produisait la pièce. Donc ça, oui, on peut le faire. Après, comme c'est dans le cadre de Praxis, on a ce volet ouvert aussi. Donc on peut faire tester les technologies, faire du conseil, de la recommandation sur des choix de machines. Et on fait aussi des études. Alors les études, s'il faut optimiser un design, vous créez d'ailleurs, optimiser un design, des études, on peut nous solliciter pour développer des nouveaux matériaux ou pour, quand il y a des nouveaux matériaux, il y a toute une phase vraiment de prise en main, trouver les paramétries.
on peut travailler de différentes façons, mais oui, on peut tout à fait fabriquer des pièces pour un client qui a déjà le 3D. Là, pour une toute petite société qui faisait de la presta, qui maintenant a développé son produit, c'est un composant électronique et des cartes électroniques. Pour le packager, il nous demande de faire la conception, vraiment, voilà, conception 3D, trouver le procédé et imprimer les premiers de série au moins de son boîtier. Donc là, on a fait la revue de conception en début de semaine. On va lui imprimer sa pièce la semaine prochaine. Donc il aura ces 3 parties qui s'assemblent, il aura son boîtier. Donc ça va vivre comme ça, peut-être quelques dizaines, voire centaines d'exemplaires. Après, il se posera sans doute la question de changer de procédé. Mais oui, tout à fait, on peut faire des impressions de pièces. On le fait régulièrement. De prestation de services au niveau de fabrication de pièces, mais c'est essentiellement de l'application, de la mise au point du procédé, de la faisabilité, voir si la production peut se faire à plus grande échelle. Mais non, là par contre, on n'est pas sur le domaine de production avec une relation client-fournisseur et prestation de réalisation de pièces. Voilà, si on nous demandait de réaliser 10 pièces en production de ce style-là, on pourrait le faire, mais on n'est pas capé pour ce type de prestations. Pour faire des exemples de ça, c'est un client, pour son atelier, il avait besoin de ces outillages. Donc il avait déjà les 3D, nous l'a donné, on l'a imprimé. Ça, c'est une PME très traditionnelle. Ce matin, j'ai reçu une demande pour Airbus qui a besoin de pièces. Ils doivent faire une modification d'hélicoptère. Ils veulent faire un maquettage fonctionnel. Ils m'ont demandé d'imprimer des pièces. Alors, ils ont des Fab Labs en interne, ils ont plein de petites imprimantes standards. Mais ils savent que dès qu'ils commencent à serrer, à visser, à appliquer des efforts, il y a tout qui casse. Donc là, ils me demandent d'imprimer les pièces et je vais voir ce que je lui recommande. Alors lui, il pense métal. Moi, je vais voir si métal, c'est nécessaire ou est-ce que du PEI, du LTEM, c'est peut-être suffisant. Donc on va regarder en termes de choix de matériaux et de procédés et on va fabriquer des pièces sans après travailler sur le design. Et je rebondis simplement sur ce que disait Mathieu. C'est vrai que dans le cadre de Praxis, donc le programme d'accélération, on a possibilité d'amorcer ces premières étapes de tests de fabrication. Étant programme labellisé au niveau national, on a une possibilité d'apporter un appui financier sur des premières prestations d'accompagnement. Voilà, c'est ce que je voulais simplement préciser en complément. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non. Je me permets une dernière. On parle aujourd'hui beaucoup de cycles vertueux, de réutilisation de la matière. Est-ce que c'est quelque chose que vous explorez, que vous utilisez déjà, que du plastique recyclé, des polymères, ou voire même, j'ose la question, côté métal, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut envisager, utiliser l'impression 3D avec du plastique, pour recycler du plastique ou voire certains métaux. Oui, alors pour la partie métallique, les poudres qui ne sont pas utilisées, qui représentent le gros d'une production, en fait, la poudre non fusionnée, oui, elle est réutilisable. Nous et d'autres, on fait des études, le CETIM aussi. Utiliser une poudre recyclée, il n'y a pas d'impact sur les propriétés de la pièce, on ne va pas changer la granulométrie, il n'y a pas d'agrégat de poudre, donc on peut la réutiliser. Donc il n'y a que les supports. Bon là les supports, c'est la matière fusionnée qui est jetée aujourd'hui, c'est dur de valoriser ça, mais c'est vraiment minime. Sur la partie poudre polymère, c'est pareil, on peut la réutiliser. Sur la partie fil, alors il y a plusieurs réponses. On a pu faire un projet là où avec Ranova, une société de la région, qui fait des granulés pour l'injection avec mélange polypropylène algue verte 50-50. Donc là, on a regardé si on savait transformer ces granulés pour les rendre processables en impression 3D en dépôt de fil. Donc oui, c'est possible. Donc ça peut être une source d'utilisation de matière qu'il faut enlever les algues vertes au moins en partie. Et maintenant, on sait quel cas d'usage on peut leur trouver. Donc ça, oui. Après, oui, bien sûr, il y a des plastiques, il y a des bouteilles d'eau en plastique. Ça, c'est des matériaux qu'on sait transformer en fil pour pouvoir les imprimer. Et il y a des filières. Alors, c'est quand même... Il y a des matériaux disponibles qu'on peut acheter qui ont été faits de façon recyclée. Tous les gens comme nous qui avons des imprimantes plastiques, alors c'est que les pièces, on les livre. Donc, les filières ne sont pas encore complètement développées. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de choses recyclables. Les filières sont honnêtement très peu développées. Il y a des sociétés qui commencent à développer des broyeurs pour pouvoir rendre les Fab Labs ou les gens qui ont des imprimantes autonomes pour retransformer les pièces en fil. C'est très peu développé. Non, on est au début. On peut acheter du fil qui a été recyclé. C'est
en grande partie recyclables. Les gens qui impriment, je plaide coupable. Mais cela dit, les pièces, on en a peu, nous. Par des chutes, on en a peu. Donc il y a encore du chemin à faire. Beaucoup de choses possibles et du chemin à faire. Merci beaucoup. Merci pour ce retour d'expérience. Je crois qu'on termine. Oui. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.